De retour sur le plateau de Débadoc, ravi de vous retrouver après ce très beau film documentaire de Salah Ladi, Le Persan. Justement, on a la chance de recevoir le réalisateur sur le plateau et toute l'équipe. Bonjour messieurs et mademoiselles, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Salah Ladi, co-scénariste réalisateur de ce très beau documentaire. Merci. Le Persan, très belle réussite. Didier Roten, vous en êtes aussi le co-scénariste et le producteur. Bonjour. Très beau film. Bonjour à tous. On en parlera ensemble. Rénal Bertin, bonjour et bienvenue. On vous voit dans le film, une petite scène où vous touchez votre barbe et vous parlez de l'enfance, de ce que c'était. On en parlera aussi ensemble. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, présent donc dans ce film. Elisa Platonov, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous nous avez bercé avec votre très jolie voix dans ce film. Vous êtes aujourd'hui en études de musique. Oui. Vous voulez devenir une musicienne? Une compositrice. Ouais. On en parlera ensemble. Et à distance, nous avons avec nous Jean Levet, qui est sociologue. Bonjour et bienvenue, Jean Levet. Bonjour, merci de m'accueillir. Ravi de vous recevoir également à distance sur ce plateau. Ma première question, forcément, elle est pour vous. Vous qui êtes sociologue, racontez-nous en quelques mots l'histoire du Persan. Le Persan, c'est un rite de passage qui est local, qui se passe dans la région, mais pas que dans la région. C'est quoi l'histoire du Persan ? Oula, alors d'un point de vue historique, ça en remonte aux bachèleries au Moyen-Âge, donc avec au départ les jeunes avant de se marier qui participaient à des travaux d'intérêt collectif et puis qui tentaient de monnayer un peu ces travaux. Puis après, ça a continué avec le Persan à destination notamment des conscrits qui 100 jours avant l'acquis, comme on disait, participent à des défilés et puis à des soirées festives. Et puis c'est vrai que ça a repris de la vigueur dans certains endroits, pas forcément partout, mais notamment les lycéens 100 jours avant le bac. Monsieur Levet, un rite de passage, comment est-ce que ça vient sociologiquement et à quoi est-ce que ça sert pour l'être humain? Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, le rite de passage, c'est un concept anthropologique, plus que sociologique, mais dont on sert aussi quand même en sociologie. Le rite de passage des sociétés traditionnelles, c'est le passage de l'enfance au monde adulte. Alors, à travers certaines épreuves, ça va dépendre des tribus, à travers des accompagnements par les adultes. C'est pour ça que, d'un point de vue purement anthropologique, on ne peut pas parler de rite de passage. Par contre, on voit bien que là, il s'agit d'une construction, ce qu'on pourrait appeler un rite de contrebande, en fait. D'accord. Les jeunes, en s'appropriant la ville, effectivement, vont décohabiter puisqu'ils vont passer le bac et donc ils se préparent à se séparer et de leurs amis en partie, de leurs parents, de leur vie pour aller vers un monde adulte où ils se retrouveront effectivement notamment dans un autre statut. Salah Ladi, c'est ça que vous aviez voulu montrer. Il y a des choses très fortes qui ont déjà été dites dans le début de l'émission. Se séparer de l'enfance, de l'insouciance des parents, aller vers un monde différent, le monde de l'adulte. C'est important pour vous de traiter cette question ? C'était important. Une histoire. Le Persan, ça a été pour moi une énigme. C'est-à-dire, pourquoi j'ai voulu faire ce film, c'est un moment donc on vivait ce Persan tous les ans, en fait. D'accord. À La Rochelle, il se fait dans d'autres villes, mais pas partout, comme vous l'avez dit. Et un jour, en fait, j'ai juste posé la question d'où vient le Persan. Mais je l'ai posé je me souviens puisque je travaille énormément avec cette classe d'âge. En fait, j'interviens auprès d'eux, et quand je leur ai posé la question, personne n'était capable de me dire quelles étaient les origines du Persan. D'accord. Bon. Donc ça, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, c'est-à-dire tout le monde participe à un événement sans pourtant en savoir effectivement les racines. S'il en est. Bon, c'est tout à fait concevable et acceptable. Donc du coup, c'est là où on a commencé à travailler, à chercher d'où vient le Persan, et comme Jean l'a dit, c'est une pratique qui vient de très loin. Et ce qui m'intéressait aussi également, donc en nous documentant, j'aime bien effectivement, les rites, j'aime bien, je trouve qu'il y a de moins en moins de rites dans nos sociétés où ils tendent à disparaître. Je trouvais que du coup le rite, le Persan, me plaisait en tant que concept, puisque c'est un rite qui n'a aucune organisation. C'est-à-dire personne n'est à la tête de quelque chose qui va se passer. Il n'y a pas un chef, en fait. Il n'y a pas de chef. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant, puisque ces jeunes nous disent, à nous adultes, finalement, qu'on est capable de faire des choses sans véritablement sans nous inspirer de vos modèles. Et c'est vrai que, du coup, on pourra en débattre encore, mais je pense, si le Persan n'existe pas dans certaines villes, ou si cette pratique est interdite, c'est aussi parce que il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure. Voilà, par exemple. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant
à filmer. Mais derrière tout cela, ces gosses, en fait, ils nous disent énormément de choses, tout simplement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un tas de messages que, du coup, on pourrait effectivement, soit travailler, soit s'inspirer. Et on va s'en parler ensemble parce que c'est très poétique la façon dont vous les avez filmés, l'humain au cœur du propos. Didier Roten, comment est-ce qu'elle se passe, cette rencontre avec Salah Ladi, et quand est-ce que vous vous dites l'idée elle est absolument géniale, moi aussi je veux coécrire ce film, vous êtes co-scénariste du film et on sent entre vous, parce qu'il faut peut-être le dire aux gens qui nous regardent, il y a un lien qui est très fort entre vous deux en fait, presque fraternel. Ça vient d'où ça? Super. Eh ben, on est frères, tout à fait. Non, je plaisante. Non. Mais en fait, bon, c'est vrai qu'on a déjà fait, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà fait quelques films ensemble, et c'est là qu'on a construit cette amitié, cette confiance mutuelle qui est vraiment indispensable dans la relation réalisateur-producteur quand on met en route une œuvre, audiovisuelle. Et donc, ce film d'ailleurs, il a une naissance particulière puisque, comme je disais, à La Rochelle, donc c'est un événement qui revient tous les ans. Et ça a lieu en mars. Et moi j'ai des enfants et l'un de mes fils, c'était début mars, il pleuvait, il faisait gris. Il me dit, tu peux m'amener au Carrefour, je vais passer la nuit là-bas. Et je lui dis, ah bon, mais tu vas dormir dehors là, t'as vu le temps qu'il fait? Oui, t'inquiète pas, c'est le persan. Voilà, donc je le dépose quand même. Et du coup, le lendemain, avec Salah, on devait présenter un film ensemble à Paris. Donc on part très tôt, vers 5-6 heures du matin. Et qui on voit au Carrefour? Mon fils, avec toute sa bande. Sympa. Il était déguisé en Robin des Bois. Il t'avait déjà raquetté 10 euros. Voilà. Et donc on a discuté le long de la route à Paris de ce projet de faire un film sur le persan, qui est un événement... vraiment joyeux aussi. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des fois des documentaires sur des sujets un peu tristes, mais là c'est vraiment la joie de vivre de ces jeunes, de découvrir aussi la vie, aussi cette jouissance de l'espace public, cette liberté soudaine. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et c'est là qu'on a rencontré d'ailleurs, pris contact avec Reynald, qui avait vraiment étudié d'où venait ce rituel, cette tradition en fait. D'accord. Alors justement, nous allons en parler avec vous, Reynald. Bertin, directeur en sciences de l'éducation, vous êtes un spécialiste du persan. Alors on les voit, ces jeunes, on les voit autour de Carrefour, on les voit déguisés, le choix du costume, qu'est-ce qu'on va faire de la dot qu'on a récoltée, etc. Où est-ce que ça prend son histoire et étymologiquement, pourquoi ces jeunes sont là? Première question. Et seconde question, comment est-ce qu'on peut expliquer les grandes différences et les grandes disparités d'une région à une autre? C'est pas pareil à Bordeaux, c'est pas pareil à La Rochelle, vous voyez, toutes ces différences. Alors, répondre à cette série de questions demanderait un temps infini. On va essayer de faire très court. De synthétiser, mais vous avez le temps, attendez, c'est un débat. Comment dire moi, j'ai rencontré le persan dans les années 99, à un moment donné, où j'ai fait fonction de proviseur adjoint dans un établissement scolaire où les premiers mots quasiment du proviseur, ça a été de me donner un courrier en me disant voilà, ça va être le persan, vous n'avez pas à le cautionner, vous allez tout faire pour rendre la chose un peu plus compliquée, enfin voilà. Bon. Je me suis posé la question finalement de quoi il était question. Qu'est-ce que c'était que cette bête que le persan? Et 13 ans plus tard, je suis devenu alors un spécialiste. Je ne sais pas si on peut appeler ça un spécialiste. J'ai essayé de faire le tour de la question et de savoir de où ça vient. Alors j'ai entendu parler tout à l'heure des fêtes de bachèlerie. C'est vrai que j'ai travaillé sur la question des fêtes de bachèlerie également, mais on est un petit peu éloigné par rapport à la finalité de la fête de bachèlerie, ou tout du moins des bachèleries. Pourquoi moi j'en étais venu d'ailleurs aux bachèleries, tout simplement, c'est que pourquoi les jeunes font le persan aujourd'hui, c'est par rapport au baccalauréat. D'accord. Baccalauréat, 100 etc. jours avant le baccalauréat. 100 jours avant le baccalauréat. Très bien. Et donc baccalauréat, passage dans un autre monde, celui de l'adulte, avec un diplôme, et le bachelier d'aujourd'hui, c'était également... on peut faire une comparaison avec le bachelier de l'époque et de la bachelette, puisqu'il y avait aussi bien les jeunes femmes qui y participaient. Mais bon, on ne peut pas ancrer la pratique du persan aujourd'hui dans les fêtes de bachèlerie, même s'il y a des choses qui sont un petit peu voisines. Par contre, les sources réelles que l'on peut trouver, c'est dans le monde militaire. Avec ces fameux persans militaires. Dans le persan militaire.
Alors, on trouve du père 100, on trouve du père 200, du père 300. Parce qu'à une époque, le service militaire pouvait durer enfin tout du moins, la corporation pouvait durer jusqu'à 7 ans. Donc, à la moitié du parcours, il s'agissait de commencer un compte à rebours qui nous amènerait à la fin. Le père 100, 100, pourquoi? Parce que c'est facile à identifier. En 100 jours. Bon. Ces 100 jours permettent aux élèves aujourd'hui de se positionner dans le temps, de leur temps qui va leur rester pour pouvoir réviser, pour pouvoir passer l'examen. Et puis, c'est à un moment donné où ils vont commencer à apprendre à prendre la distance avec tout, prendre conscience de. Et lorsque mon confrère parlait des rites de passage, il y a 3 temps. Il y a le temps de la séparation, il y a le temps de la marginalisation et il y a le temps de l'intégration. La séparation, c'est justement ce processus lent qui se produit petit à petit entre le moment où on va fêter quelque chose et puis le moment où on va se trouver face à l'événement. On a le baccalauréat, il faut bien se débrouiller avec ça. Tout à fait. Mais le processus du persan, l'initiative des jeunes aujourd'hui est intéressante parce qu'elle réunit en un temps très court ces différents moments, ces 2 moments importants, la séparation et la marginalisation. D'accord. Elisa, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, ce que vient d'expliquer très intelligemment justement Reynald Bertin, ces 3 moments importants dans la vie, la réalisation jusqu'au moment de la séparation et puis c'est 100 jours avant votre bac, c'est 100 jours où vous êtes aussi filmé juste avant par Salah, l'a dit dans ce film. Oui. Alors moi, je l'ai pas forcément vécu. J'ai pas forcément vécu le persan en tant que prise de conscience que j'allais passer à l'âge adulte. J'ai plus vu ça une opportunité pour faire quelque chose assez hors du commun. Et de me retrouver là toute la journée avec mes amis à demander des sous à ceux qui sont dans les voitures. Aux automobilistes, ceux qui passent à côté des ronds-points. Et ça nous apprend aussi que la vie, la vie entre guillemets, parce que tu peux très bien avoir un automobiliste qui va gentiment te donner beaucoup, ou alors comme il veut, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent t'envoyer balader et ça, tu te prends ça en pleine figure. Donc en fait, on apprend quoi? Le rejet aussi de l'autre? Ouais, on apprend le rejet aussi. Mais c'est ça fait partie de... Non, parce que aussi le fait de se retrouver là avec tous nos copains déguisés, à faire les marioles dans les rues, ça contrebalance le truc. D'accord. Et du coup, je l'ai pas forcément... Après, moi, j'ai plus eu cette prise de conscience le jour de mon bac. Oui, ça a été pour vous une révélation. Ouais, c'est plus à ce moment-là que j'étais en mode ah mais c'est fini. Ça y est, je suis une adulte. Je crois qu'on l'a tous vécu aussi peut-être comme ça et on peut en débattre. Jean Levé, vous qui êtes à distance et qui êtes sociologue, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il nous apprend quoi le persan, nous, en tant qu'adultes, et il apprend quoi le persan aussi à ces adolescents qui sont en train de passer le bac et qui vont devenir adultes? Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment? Alors nous, en tant qu'adultes, à mon sens, ça nous apprend que malgré tout ce qu'on peut entendre, même si bien évidemment c'est jamais aussi simple que ça, c'est aussi comment dirais-je, une inscription politique de ces jeunes dans la cité. C'est l'appropriation de l'espace public et c'est l'appropriation de la cité pendant une nuit et une journée par un groupe de jeunes qui, effectivement, risquent ensuite peut-être de s'en aller ou pas, mais en tout cas, ils montrent qu'ils sont là et ils montrent aussi, alors, ce que vous disiez sur la différence peut-être entre les régions ou les villes où se produit le persan, d'autres villes où c'est interdit. Il y a aussi certainement le fait qu'en tout cas à La Rochelle, c'est sûr, il y ait un assentiment de l'ensemble du monde adulte, que ce soit les institutions, hein, notamment la municipalité, mais aussi les adultes qui ont pour certaines déjà participé, donc là on est aussi dans la transmission, et puis ceux qui n'ont jamais participé parce qu'ils n'habitaient pas La Rochelle, leurs parents. C'est aussi une inscription, une intégration à la cité de faire partie du persan. Donc il y a cet intérêt-là. Pour les jeunes, c'est aussi éprouver l'espace public au regard des autres. C'est-à-dire comment je me mets dans l'espace public, comment je me mets en scène et comment j'arrive à m'éprouver. Donc c'est aussi quelque part se jauger par rapport à l'autre dans l'espace public. Ce qui est éminemment important, bien évidemment, dans la question de l'intégration des individus aujourd'hui.
Et l'autre question, c'est comment on montre cette intégration? Comment est-ce qu'on montre, quand on filme ces jeunes pendant autant de temps, cette intégration dans le monde adulte et puis cette appropriation aussi de l'espace? L'appropriation de l'espace, en fait, on le vivait en live. Du coup, bon, déjà, techniquement, c'est assez compliqué à tourner, puisque, en fait, ils sont très, très mobiles. Ça bouge dans tous les sens. Donc, ça, c'était difficile à... C'est un challenge. Voilà. Ça, bon, après, c'est la nuit aussi, en fait. Bon, enfin, pour moi, en fait, l'intégration. Moi, ce que m'a appris ce film, finalement, dans ces fameux seuils entre la séparation, le seuil et l'intégration. Moi, j'ai finalement compris une chose, c'est qu'on est constamment sur le seuil, finalement. La séparation vient très vite, on se sépare toujours très vite de quelque chose, en fait. Tous les jours, en fait, c'est un... Bon, admettons... la séparation, on se sépare très souvent de beaucoup de choses pour entrer dans une phase, on va dire, de marginalisation avant d'atteindre effectivement l'acceptation ou la découverte de soi. Et l'intégration, et pour pouvoir être intégré dans un choix ou dans un groupe ou dans... Eh bien, c'est-à-dire que on passe énormément de temps, c'est ces fameux 100 jours, donc du coup, 100 jours, fin du persan, jusqu'au jour du bac, c'est le seuil, en fait. Et c'est ce travail, normalement, c'est le travail sur soi, c'est le travail où on va replonger dans ses devoirs, on va se refaire, effectivement, du coup, une connaissance pour pouvoir affronter, effectivement, du coup... Le monde qui nous attend. Une épreuve. Mais tout de suite, après que l'intégration est faite par le diplôme, vous revenez tout de suite à une nouvelle séparation qui vous invite ou qui vous impose un seuil. C'est ce que j'ai film a appris finalement. Beaucoup de... on est toujours dans le seuil, c'est-à-dire on est toujours en train d'essayer... On vient de séparer, on espère effectivement une intégration, et on est toujours dans ce questionnement. C'est la vie finalement. C'est très intéressant ce que dit Salah Ladi, ça vous a appris ça aussi, vous Didier Roten, en tant que producteur, on est toujours en train de devoir se séparer de quelque chose pour devenir une meilleure personne en quelque sorte. Il faut se délester de tous ces poids. Ouais. Vous êtes délesté de plusieurs poids en faisant le film. Oui. Financier aussi. Oui, c'est la fameuse question. C'est toujours long de faire un film. On a suivi 2 persans en 2018 et 2019 qu'on a filmé. On a passé nous aussi 2 jours dans la rue à filmer ces jeunes, dont certains que l'on connaissait. On a suivi des policiers justement municipaux et on a vu aussi cet humanisme aussi qui résonne un petit peu. Bon, c'est vrai que le persan se passe différemment d'une ville à l'autre. À Bordeaux, c'est plutôt du lancer de farine, d'œufs, etc. Ça se passait comme ça à un moment à La Rochelle. Ça a évolué dans quelque chose de beaucoup plus convivial. Il faut dire aussi que, par exemple, les professeurs aujourd'hui à La Rochelle ont souvent fait eux-mêmes le persan. C'est vrai qu'ils préparent aussi les élèves, ils font partie du persan? Non, ils font pas du tout. Non, c'est persan, c'est quelque chose d'autonome. On sait même pas pour nous, pour faire le film, c'était vraiment... vous ne saviez même pas qui allait faire le persan? Non, il fallait qu'on cherche la date, pour trouver la date, pour organiser le tournage. Alors, je demandais... Ce que vous voulez dire, c'est que ça reste très secret entre les étudiants, c'est une organisation secrète. Même la date n'est pas connue. Même la date, entre établissements scolaires, ils se contactent pour savoir est-ce que c'est mieux pour toi. Alors, certains professeurs donnent des devoirs très, très lourds pour justement que ce soit pas cette date-là. Ou des épreuves de bac blanc, voilà. le jour du persan. Oui. Et les élèves se mettent d'accord pour choisir une date, mais ça, on le sait pas. Moi, je demandais à mes fils, mais c'est quand? T'as eu un message, tout ça? Comment tu fais? Ça va être quand? Puisque moi, il faut que je prépare le tournage. Alors, pas facile de filmer quand on ne sait pas ce qui va se passer. Alors après, on se doutait un petit peu, parce que c'est toujours à La Rochelle, donc la première semaine de mars, et c'est toujours un mercredi aussi. Par exemple. Voilà, donc on avait des idées à Rochefort, etc. Voilà, donc on se repère. Mais moi, ce que je retiens de cet événement, c'est la grande liberté. La liberté de désobéir aussi. Oui. Et ça, je pense qu'on l'apprend plus. Et là, justement, le persan, c'est un moyen de l'apprendre, puisque les jeunes, ils désobéissent aussi bien aux institutions. Ils mettent ils sont là dans la rue, ils sont là la nuit, ils sont là sur l'espace public. Et en fait, c'est vraiment la liberté qu'ils apprennent là aussi. Et je trouve ça très, très bien. D'ailleurs, j'étais vraiment surpris cette année. En 2020, on était confinés au mois de mars, cette année. Le matin, ce mercredi matin, je sais pas, c'était la première semaine de mars, je prends ma voiture. Et voilà, je vois des jeunes déguisés qui me demandent de l'argent. Alors j'étais vraiment ravi, puisque ça prouvait que malgré les conditions très difficiles, ils étaient là, ils étaient présents. Absolument. Avec leur déguisement pour faire le persan. Donc le persan, pour vous, Elisa Platonov, une nouvelle forme de militantisme aussi? Non, je vais pas
pouvoir dire ça, mais c'était un moment, comme tu dis, convivial, vraiment entre jeunes. Et ce que j'aime bien aussi dans le persan, c'est le fait que ça soit secret un peu. Enfin, cette ambiance où il n'y a pas de chef. On dévoile rien. Enfin, Mais il n'y a pas de nous, chef. on le sait, en fait, entre étudiants, c'est comme... mais c'est pas non plus hyper secret, en mode, genre, il faut rentrer dans une sorte de groupe On n'est hyper pas dans secret. le darknet. Ouais, voilà. En fait, c'est surtout... genre, c'est de la communication entre étudiants. Genre, on dit, ah, le persan, c'est tel jour, venez, on fait ça et tout. Genre, c'est vraiment très naturel. C'est quelque chose qui s'est vraiment inculqué dans notre culture en tant que lycéen et lycéenne. Mais moi, je l'ai vécu. Il pleuvait, en fait, le jour où j'ai fait le persan. Il fait toujours mauvais, généralement. Ça fait partie du jeu? Oui, Ouais, ça fait partie du jeu. oui, c'est ça. Il fait froid, il pleut, il y a Très du sympa vent. pour filmer aussi avec les grosses caméras. Ah, c'était génial. fatigant. C'était fatigant. Mais voilà, mais c'est pas grave. Hein. Après, il y avait des petits aussi... pas des confrontations entre groupes, Ben oui, c'est mais ça. si, en fait, il y en avait, genre, sûr. nous, on a 7 rues, t'as l'autre groupe qui dit non, en fait, on était là en premier, ou ce genre de truc. Alors j'aimerais qu'on rebondisse dessus justement, Bien sûr. juste après cette question que j'aimerais vous poser, Reynald de Bertin. On a parlé de ce passage à l'âge adulte et puis de devoir se délester de choses pour devenir l'être qu'on est peut-être au fond de nous. En tout cas, c'était la vision du réalisateur Salah Ladi présent aujourd'hui sur ce plateau. Comment est-ce qu'on explique le fait de se travestir pour le persan si on doit devenir ce que l'on est? Pourquoi le déguisement? Grandir, c'est transgresser. C'est transgresser un ordre préalable pour aller vers autre chose. Ce que m'a appris le persan et cette étude, c'est que c'est quelque chose qui appartient à l'individu, à l'homme au sens large, et qui, malgré les interdits, réapparaît. Alors, réapparaît dans certaines villes. Moi, je ne l'ai pas connu il y a plus de 40 ans. Vous regrettez? Je ne l'ai pas connu. Je suis natif de la Champagne, à Mais Reims. vous auriez aimé? Et j'aurais aimé, très certainement. Ça se sent. J'aurais aimé, très certainement. Mais Il a fait une thèse. voilà, les choses se sont déroulées comme ça. Alors pourquoi le déguisement? Comment? Pourquoi le déguisement? Alors, pourquoi le déguisement? C'était aussi une des phases de la transgression. C'est-à-dire, on arrive à un âge où qui suis-je? Qui suis-je par rapport à mes copains, mes copines? Qui suis-je par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je vais faire de moi? Ils sont à l'aube, soit avec un diplôme, de pouvoir rentrer dans une université et de tester éventuellement si l'université va correspondre à ce qu'ils envisagent, soit de rentrer dans la société et d'avoir choisi un métier. D'accord. Bon. Et là, c'est très angoissant. Donc, ils sont obligés de transgresser tout l'ordre établi, l'ordre qui est en eux, préalablement, pour pouvoir appréhender autre chose. Et ce travail-là demande une maturation. Et le terme d'adulte, tout à l'heure, que j'ai entendu, me paraît pas tout à fait juste, c'est celui de terme de maturité. À un moment donné, dans les travaux que j'ai faits, je me suis aperçu que en France, le persan existe, mais il n'existe pas qu'en France. Dans l'Europe entière, on le trouve. Oui, il y a des persans. Et on le trouve avec des formes parfois un peu différentes. Mais on va trouver, par exemple, en Pologne, quelque chose qui s'appelle matura. Alors, je ne le prononce pas en polonais. Mais en tout cas, il y a le mot matour, Tout à maturité, fait. matura. On va trouver en Suisse passer ses maturités, etc., etc. En Allemagne, on va trouver un certain nombre de choses. Donc, il y a ce moment de bascule qu'a bien expliqué Arnold von Gennep, celui qui a mis en évidence les rites de passage, et qui montre que chaque âge de la vie, c'est parce que l'on vit, il le dit bien textuellement, c'est parce que l'on vit que l'on est obligé d'être confronté à ces moments-là. Jean Levé, j'aimerais maintenant me tourner vers vous. Comment est-ce qu'on appréhende ce grand passage à la maturité, à l'âge adulte? Est-ce que vous pensez sociologiquement que le rite a aujourd'hui une vertu? Est-ce que le rite a une vertu? Alors, je suis un peu embêté avec cette notion de rite de passage, que comme vient de le rappeler mon confrère, c'est quelque chose qui a été théorisé par Van Gennep et qui est quand même très très construit. Je ne crois pas que l'on soit là réellement sur un rite de passage. Par contre, on est sur Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on n'est pas vraiment là sur un rite de passage? Par exemple,
Ce que disait Salah tout à l'heure, on arrive, donc c'est les préliminaires, la liminarité, puis post-liminaire. C'est un ensemble comme ça d'étapes et de fonctions qui, en plus, normalement, sont encadrées. Et là, par définition, il n'y a pas d'encadrement, c'est ce qui vient d'être rappelé. Mais c'est un marqueur fort, effectivement, d'un passage, en tout cas, dans une construction individuelle. Ce que disait Salah tout à l'heure, où on est confronté à des seuils en permanence, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais par contre, dans l'idée, effectivement, la construction de l'individu et de notre identité en tant qu'individu, elle n'est jamais figée. Donc c'est en permanence un vrai travail qu'on doit faire en tant qu'individu. C'est un peu ce que vous aviez dit, Salah aussi. Ben, oui. Jean, j'aimerais qu'on rebondisse sur ce que vous avez écrit. Vous avez écrit justement, il s'agit pour le jeune de jauger ses propres capacités à cette rencontre avec l'autre. Ça, c'est très intéressant. Hors de la sphère familiale ou amicale, accepter l'inconnu dans cet espace central de tous et pour tous, le fameux espace public, qui est l'espace public et urbain. Tout à fait. Mais là, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est éprouver l'espace public, c'est éprouver l'urbanité. Bon, on est dans une société aujourd'hui, on sait, urbaine, hein. Même en milieu rural, on peut parler d'urbanité. Oui. Si ce n'est que d'ailleurs, j'avais fait tout un travail sur ces questions-là, on voit aussi poindre les inégalités entre, par exemple, des territoires ruraux et urbains. Et encore une fois, c'est prouver à l'urbanité, c'est prouver à l'autre dans l'espace public, c'est grandir aussi. Hein. C'est ce que rappelait Reynald Bertin, c'est aussi cette question de maturité. Puisqu'effectivement, l'âge adulte, c'est purement institutionnel, puisque à 18 ans, même si on est considéré comme adulte, aujourd'hui en sociologie, on estime que l'âge adulte, c'est largement étendu. Ouais, c'est pas Mais évident. en tout cas, c'est déjà un premier marqueur fort, et notamment qui s'inscrit à travers ce perçant. La question du déguisement aussi, je pense qu'on a oublié une dimension, c'est celle du carnaval. Hein. C'est l'inversion des normes pendant un temps, là en l'occurrence une journée. Oui. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, c'est important, c'est une appropriation de la cité aussi par les jeunes et qui montrent qu'ils existent, qu'ils sont là et que peut-être que nous, adultes, de temps en temps, il faudrait penser à leur faire une place un peu plus en termes de considération. C'est intéressant. Difficile de parler du persan sans parler forcément des dérives qui peuvent arriver, malheureusement. Certaines municipalités ont décidé de tenter de faire interdire ce rite de passage, qu'on le prenne pour un rite ou comme un passage à l'âge adulte, passation de tradition. Quel est votre point de vue là-dessus? Peut-être vous, Didier Roten. On a vu l'évolution, par exemple, à La Rochelle. C'est vrai qu'on en parle un petit peu dans le film, puisqu'on a rencontré un ancien inspecteur de l'éducation qui témoigne justement qu'il avait été envoyé à La Rochelle pour essayer de trouver une solution au persan, puisqu'au persan à La Rochelle, à un moment, ça dérivait vers des jets d'œufs, de farine, de projection. Ça gênait les commerçants qui s'étaient plaints auprès du maire qui était Michel Crépeau à l'époque. Et Michel Crépeau avait demandé à rencontrer les jeunes. Et il était accompagné de cet inspecteur d'éducation. Et en fait, il ne voulait pas non plus être trop sévère. Enfin, Michel Crépeau est un humaniste aussi bien connu. Et il voulait leur parler. Et ils ont trouvé un pont pour essayer d'accepter cet événement très festif aussi, puisque tout le monde ressent qu'il se passe quelque chose, en fait, quelque part. Et donc, interdire ça, c'est vraiment très négatif, à mon avis. C'est pas productif du tout. Pour vous, c'était hors sujet. Oui, mais en fait, ça existe dans des villes. C'est interdit. C'est vrai que ça peut être violent aussi. Mais est-ce qu'il ne faut pas accepter de passer par là pour essayer de trouver d'autres moyens, de dialoguer, de trouver un moyen de faire surgir, de mettre à jour et de pouvoir... c'est la société, elle est violente aussi, quelque part. De laisser s'exprimer quelque chose qui ne va pas être de la violence, mais qui va être un échange entre les habitants, entre les classes d'âge, à travers le persan. C'était ça un petit peu l'enjeu. Et je pense qu'à La Rochelle, on a réussi. Donc, Salah l'a dit. Violence, pas de violence. D'après vous, faut-il laisser les jeunes s'exprimer? Bien sûr qu'il faut les laisser s'exprimer encore. Oui, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils prennent cette liberté, il faut qu'ils existent, il faut qu'ils nous disent qu'ils existent. Ça, c'est très important parce que du coup, l'adulte a très facilement très facilement, on peut vite oublier. Donc, qu'on était enfant. Voilà. Et donc, il faut dire qu'on
que ces jeunes en fait disent qu'on existe. Après, bon, voilà, il y a un cadre et tout, il n'y a pas de souci. Difficile d'interdire. Enfin, après, ceux qui interdisent ou les municipalités qui interdisent, ben écoutez, bon, mais voilà, c'est leur droit. Enfin, c'est le droit, on va dire, peut-être juste d'une personne ou d'un maire. Ou c'est ça aussi là. Et du coup, ben voilà, c'est donc là, moi, je dirais que non, il faut effectivement laisser à ces jeunes la possibilité de s'exprimer. C'est très dangereux justement. L'inverse est plus dangereux que laisser effectivement cette liberté à cette catégorie de population. Et pour les petites anecdotes qu'on n'a pas trop mis dans le film et tout, mais en fait, on nous a raconté maintenant, je pense que c'est une vérité. En fait, durant le persan, il y a eu un hold-up donc, où les gangsters étaient déguisés comme les jeunes, quoi, vous voyez. D'accord. Donc on est vraiment dans une série fictionnelle, mais ça a eu existé. On nous a raconté ça. Après, c'est des anecdotes Dans comme la ça. région, ça l'a dit? Je crois que c'était dans la région, je crois que c'était à Niort. Appartenait. Un hold-up appartenait. Oui, où les gars, Devant en fait... une machine à billets, quoi. Enfin, Voilà. D'accord. Où ils étaient, du coup, tout le monde était masqué, déguisé, mais écoutez... Donc personne ne les a vus venir en voilà, réalité. c'est excellent. Enfin voilà, ça, bon, je pense que c'était juste ça, mais il n'y a pas eu de, il y a pas eu de violence, enfin de la violence. Non, je pense pas. Moi, je rencontre pas de violence. La seule violence que je vois dans le persan, c'était la bonne violence, c'est-à-dire que il y a un groupe qui a un carrefour et il y a un autre groupe qui arrive et c'est comment effectivement ils négocient. Nous, on a filmé effectivement des séquences. C'est comment effectivement on essaie de trouver un terrain d'entente et Pour beaucoup s'approprier disent... l'espace public. Oui, pour se partager l'espace Pour se public. C'est partager. ça qui est intéressant. D'accord. C'est-à-dire, au bout d'un moment, alors au départ, bien sûr, il y a une confrontation entre les groupes. Style, non, je suis là depuis la veille, non, c'est notre carrefour, c'est notre feu rouge, et ainsi de suite. Mais l'autre groupe, il dit, mais attendez, vous plaisantez, vous ne pouvez pas faire les 3500 voitures à l'heure, donc on peut tout à fait, effectivement, se partager le rond-point. Et petit à petit, il y a quelque chose qui naît naturellement, du coup, c'est l'acceptation de l'autre. Et nous, en revenant avec, du coup, nos caméras, alors qu'à 4h ou 5h du matin, c'était plutôt un peu prise de tête, tu te rends compte qu'à 9h, on se partage le gâteau, et puis il y en a pour tout le monde, quoi, en fait. Elisa Platanov, ça s'est passé comment l'appropriation de... J'ai presque envie de vous dire la négociation du rond-point. Déjà, je voulais revenir à un truc qui était très intéressant, c'est la place de la parole chez les jeunes. Donc, juste pour dire que les jeunes, c'est pas parce qu'on est jeune, et ça souvent les adultes, les grands adultes l'oublient, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien à dire. Et pour moi, de tout âge, on a tous quelque chose à apprendre de l'autre. Parce que, comme tu le dis, souvent les adultes aussi, ils oublient qu'ils ont été eux-mêmes enfants. Et peut-être ils oublient comment on peut nous percevoir le monde avec notre expérience, qui peut être aussi... on peut très bien être jeune et avoir vécu beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Mais pour en revenir à ce que tu disais... nous, ça nous apprend aussi à ne pas à négocier. Oui, enfin, moi, nous, on a vécu ça peut-être avec 2-3 groupes, mais il n'y a pas eu de... Ce que vous voulez dire, c'est vous exprimer, parler, oui, voilà, essayer de trouver un terrain d'entente. De trouver un terrain d'entente. Nous, il n'y a pas vraiment eu de confrontation, peut-être de la part des autres groupes, mais nous, on était là dans mode peace and love, genre, on se partage cet endroit, mais dans le respect de l'autre, en fait. Et voilà. Alors, on arrive déjà presque à la fin de cette émission. On a beaucoup de choses à dire sur cette thématique du persan. J'aimerais savoir sur ce plateau, et commencer peut-être par vous, Jean, qui êtes à distance. Est-ce que vous vous sentez adulte ? Est-ce que vous vous sentez adulte en ce moment quand vous voyez justement ces jeunes pendant le persan, quand vous voyez ce que ça peut nous apprendre, cette tradition? Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que ça devrait apprendre aux adultes aussi de lâcher un peu prise. Le carnaval, ça peut parfois vous aider. Vous vous sentez adulte, vous, aujourd'hui? Est-ce que je me sens adulte aujourd'hui? Oui, pleinement. Par contre, je voudrais juste revenir rapidement sur le fait qu'il y ait certaines municipalités qui interdisent. Je pense très sincèrement que ça c'est emblématique du rapport qu'on entretient avec la jeunesse aujourd'hui, plus largement. Ce qui est assez dommage, c'est qu'il y a de moins en moins de rites justement dans nos sociétés modernes, et que quelque part on laisse les jeunes dans un temps d'incongruence statutaire, c'est-à-dire que là entre les deux, alors pour le coup qui pourrait être ce que cela
disait, et puis en rite de passage, cette espèce d'espace qu'on appelle la liminarité où on n'a pas encore de statut. Or, moins on prendra en compte ces manifestations, moins on prendra en compte le fait qu'à un moment, il faut qu'on change de statut, tout simplement, encore une fois, dans notre construction individuelle, et plus on laissera les jeunes dans une indécision. Comme ça, on se plaint toujours que les jeunes, soi-disant, ne seraient plus politisés, ou ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai, même à mon avis, qui est plutôt faux. Mais en même temps, si on ne leur laisse pas les espaces pour s'exprimer et pour les écouter, il n'y a pas de raison que, effectivement, on attende que les jeunes, comme ça, s'engagent du jour au lendemain. Donc, laissons-leur ces espaces-là. Alors, avec de l'encadrement, Didier l'a rappelé, hein, il y a eu tout un travail fait par la mairie. Hein. Donc, ça aussi, ça se travaille. C'est peut-être aussi notre devoir en tant qu'adulte de participer à ça, de jouer un peu les chamans. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Jean Levé, pour ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'ai forcément une dernière question brûlante. Quand on voit votre film Salaladi, quand on voit votre travail Didier Roten, quand on voit votre implication, Reine Albertin, le numéro 2, c'est quand? Du persan en 2045. Écoutez, on vous le souhaitera, peut-être pour redécouvrir qui nous sommes. J'aimerais qu'on finisse aussi cette émission par une note poétique. Votre film est très poétique. Oui, il est bercé par la voix d'Elisa, qui est ici sur ce plateau. Et cette voix, Elisa, on aimerait l'entendre. Du coup, je vais vous chanter un extrait d'une composition que j'ai faite, qui s'appelle Roméo et Juliette, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Allez-y. L2.0, voilà. Imaginant les pires scénarios, où je te vois là-bas, oh Roméo, avec cette fille qui danse, juste un sourire, une chance pour être Juliette. Et on finit en applaudissant. Hein. Elisa Platonov, une des protagonistes de ce film. Vous avez une voix magnifique. Merci d'avoir été avec nous. Didier Roten, producteur, co-scénariste de ce film. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Reine Albertin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et tout ce travail que vous avez fait sur le persan, Jean Levé, qui était à distance, sociologue. Merci aussi d'avoir été avec nous. Salaladi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour la beauté de ce film. Et plein de belles choses pour le futur, pour vous également. Merci à tous et merci infiniment de nous avoir suivis sur ce débat doc. On se retrouve très vite. À bientôt.